venus encore si nombreux ce soir. C'est un petit peu fort. Du coup, l'édition du mois d'avril, ça sera sur l'environnement, comme vous avez pu voir sur les posts sur Internet. Donc, pour résumer un petit peu Level Up, à chaque fois, c'est vraiment un événement mensuel tous les troisièmes mercredis du mois à 20h, ici même. On essaie de retracer un peu les différentes étapes de production. Donc, on a essayé de faire un déroulé depuis septembre du planning, production, storyboard. Après, on avait fait la prévise, le rig, l'anime. Et maintenant, on est à l'environnement. Le mois prochain, ça sera le lighting. Et puis, le mois de juin, on hésite encore. Donc, je vous tiendrai au courant. Et on n'aura pas d'édition pour le mois de juillet et août parce que c'est les vacances et en plus ça va être les JO, donc ça va être le bordel. Voilà. Et du coup je remercie déjà Quentin et puis Tristan, c'est ça, pour avoir accepté de faire cette conférence, et puis je pense qu'elle va être très instructive. Je les laisse se présenter. Je vous souhaite une bonne conférence et puis à tout à l'heure. Bonsoir, du coup je me présente, Tristan Février, je suis artiste environnement 2D et 3D, principalement dans le cinéma, pour les mondes du VFX. Et bonsoir, je suis Quentin Chauvet, je suis infographiste 3D essentiellement, plus que 2D. Environnement artiste essentiellement, et spécialisé surtout dans le temps réel, puisqu'à la base je viens du jeu vidéo et que j'ai après rejoint la grande famille du cinéma. Voilà. Attends, on va faire ça, comme ça. Ouais, bonsoir, hein. On vient de commencer, profitez-en. Profitez-en d'ailleurs. Vraiment profitez-en, genre maintenant. Vraiment. Ah bah oui, ah oui. Bah c'est ça d'arriver en retard aussi. C'est terrible. Donc ce soir, du coup, on va parler d'environnement 3D. Un environnement 3D, globalement, c'est un décor. Hein. On va pas se leurrer, c'est à peu près. On va parler d'environnement 3D et donc de décor. Et pour ça, on va aborder plusieurs thématiques. On va aborder d'abord un blockout. Qu'est-ce qu'un blockout réellement? Et derrière, qu'est-ce qui fait la spécificité d'utiliser un moteur 3D, enfin un moteur temps réel surtout, pour ça, et donc du coup comment utiliser réellement bien ce moteur temps réel avec notamment l'utilisation des modélisations modulaires. L'utilisation qu'on a derrière aussi avec le layout prévise, qui est globalement la même chose quand on parle de décor. Ça reste quelque chose de très... Là, il y a une petite place. Ouais. Voilà. Et ensuite, ce qu'on appelle l'upgrade ou les fine pass, qui sont globalement une pass qui... D'ailleurs, fine pass est un nom qui a été développé par Miam Production il n'y a pas longtemps pour leur série Edmond et Lucie. Voilà, et ensuite on parlera de VP et tout ça, parce que globalement, l'environnement et le décor ne s'inscrit pas que dans un cadre de série d'animation. Il s'inscrit aussi énormément dans un cadre de VFX, plus sur du film et de la série live. Et voilà, donc on va parler un peu de tout ça après. D'ailleurs, ce sera la grosse partie du petit Tristan. Blockout, modélisation. Blockout et modélisation modulaire. Du coup, à quoi ça veut dire? Alors, globalement, on va repartir sur quelques bases. Quand on sent un concept en décor, plutôt, quand on fait un décor, on reçoit un concept. Et ce concept, en fait, très souvent, il part sur que ce soit du dessin, que ça va être du storyboard aussi, qu'on va devoir prendre en main, redécouper pour essayer d'optimiser un maximum notre temps de production. L'idée, c'est déjà, le premier temps, de réduire les coûts. Et derrière de savoir ce qu'on va devoir développer en tout cas produire en termes d'assets. Donc c'est typiquement tout ce qu'on a. Ah, attends.
Ah oui, c'est là. C'est typiquement tout ce qu'on a en termes de petites choses, enfin savoir comment on va réfléchir nos murs, etc. Ça, c'est un environnement qui a été créé spécialement pour cette conférence en 4 jours, voilà, et qui va nous suivre un peu tout du long de la présentation. C'était pour présenter aussi le projet en lui-même, enfin de comment créer rapidement un projet dans Unreal. Donc vous verrez un super concept qui est un coin de nappe, de table dans une brasserie. Et donc on se pose des questions sur comment on va découper cet environnement de Roger qui, pour des personnes peut-être qui sont habituées, qui suivent le level up, qui avait été énoncé à la conférence de Larson sur l'animation, un projet en interne avec des gens qui s'occupent du level up. Et donc on a cet appartement de cette personne, qui est une personne un peu au chômage, etc. Et donc il faut qu'elle soit, comme tout chômeur, pauvre, totalement dépressif, tout ça. Et donc il y a ce genre de choses. Typiquement, il y a un vieux canapé, des boîtes de pizza, bon là on les voit pas, mais des boîtes de pizza, oui. Et l'idée c'est d'avoir un appartement un peu dans le style des années 60, mais qui a vécu, qui est pas forcément, qui date des années 60, lui il n'est plus forcément dans les années 60, mais en tout cas qui n'a pas beaucoup évolué depuis ces temps-là, et donc c'est pour ça qu'on trouve des papiers peints totalement psychédéliques, etc. Et donc l'idée c'est qu'on va se dire, par exemple, ce props-là, ça va être une découpe, ce canapé-là, ça va être un props à part entière aussi, cette télé aussi, et les murs, on va pouvoir peut-être en créer juste des tiles pour faire tailler, etc. Tout ça. Donc ça, c'est juste l'idée de découpe qu'on a derrière. Après cette idée de découpe, ce qu'on va faire globalement, c'est un block-out. Le block-out, c'est une étape qui est globalement importante, puisqu'elle va nous permettre de poser les volumes principaux d'un environnement. Le block-out, il va nous permettre de donner la clé aussi d'itérer très rapidement avec les équipes, que ce soit de réalisation ou les potentiels clients. Justement, d'éviter de lancer un décor en version dev ou autre et de se retrouver avec des retours clients derrière qu'on va se prendre en plein dans la gueule ou ce genre de choses. Là, vous avez un exemple de... un exemple de Blockout du coup qui a été réalisé par Naughty Dog et présenté lors de leur Blocktober. Le Blocktober, c'est un événement tous les octobre qui est fait, alors c'est surtout du jeu vidéo pour le coup, mais pour des devs de jeux vidéo qui présentent leur Blockout justement voilà, pendant tout le mois d'octobre, et donc on a ce joli bloc. L'idée c'est que entre votre Blockout et votre rendu final, qui sera celui-ci, vous ayez pas tant de différence que ça, parce que l'idée c'est vraiment de poser votre volume, de poser ce qui sera votre scène, ce qui va donner vraiment vie à votre scène. Je vous remontre entre les deux. Voilà. On a le bloc, on retrouve les petits arbres, les petits trucs et tout, qu'au final on retrouve aussi encore dans le final. C'est une étape importante parce que c'est aussi une étape qui, une fois qu'on a placé ce volume, va nous permettre de découper notre environnement derrière. Pourquoi on... Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié mes slides, pardon. Globalement, pour créer ces blocs, il y a plusieurs solutions possibles. Soit on peut utiliser des logiciels 3D, en somme tout, basiques et lambda, comme ce qu'on peut avoir avec, via du Maya ou du Blender, ou je ne citerai que Blender parce que pro open source, mais voilà. Et sinon, il y a des logiciels, dans certains moteurs, notamment Unreal, il y a directement des outils qui sont intégrés, comme le modeling tool, qui nous permettent justement directement de créer et d'éditer ces modèles globalement. Donc là, on a un léger exemple avec un magnifique GIF, beaucoup trop, mais c'est pas grave, il est beau. Regardez, on peut faire des maisons, c'est magnifique. Toujours est-il que globalement, on arrive à ce genre de rendu au terme du bloc. Une idée, en fait, là c'est l'appartement du coup qu'on avait de Roger tout à l'heure, où on retrouve le canapé, la télé, etc. Et l'idée c'est vraiment d'avoir les volumes principaux de la scène. Grâce à ces volumes, une fois qu'ils sont établis, une fois qu'ils sont
validé par les clients, par la réalisation, on va pouvoir ensuite développer. Pourquoi on fait de la modélisation modulaire dans la vie ? Parce que ça permet une itération rapide avec les clients et la réalisation. Globalement, on est en review, on a besoin de modifier un décor, on peut le faire très rapidement. Soit directement avec le réal, soit directement avec les clients. C'est un gain de temps pour la suite, puisqu'une fois que la proposition du volume, la proposition de l'ensemble en fait est bouclée, on peut rentrer en production sur la suite. Et surtout, ça va nous permettre de lancer juste derrière les étapes de production suivantes, que ce soit le layout, que ce soit le lighting, qui vont pouvoir commencer à travailler là-dessus, commencer à travailler sur certes ces premières modélisations, mais qui en fait vont donner les intentions. L'idée vraiment de ce niveau-là, c'est de donner les intentions de ce que sera plus tard notre production. Ça sert aussi parce que ça va nous aider aussi pour la suite et du coup nous aider à découper notre environnement. Comment on va découper notre environnement de façon le plus modulaire possible ? En tout cas, c'est ce que nous permet les moteurs temps réel. Et typiquement avec la génération de bouts de mur ou alors d'éléments séparés. Genre ici on a l'étagère, on a les bouquins, on a le canapé, tout ça. Ce sont que des éléments différents, puisque derrière on va utiliser globalement un truc. C'est comme plein de props, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais plein de props qu'on va assembler ensemble pour créer toute une scène 3D. Et le gros plus, c'est que qui dit modélisation un maximum modulaire, donc pour pouvoir changer la taille de cet appartement, pour pouvoir changer les dispositions aussi du set dress très rapidement, ça nous permet par la suite une réutilisation folle. Et là, je vais surtout m'adresser à tout ce qui va être série d'animation. Est-ce qu'avant ces premiers props, on disposerait des volumes simples, tu sais, un peu à l'image de l'Orange Box, pour faire encore plus épuré que les premiers props qui seront itérés ensuite, des boîtes et des sphères par exemple? Là pour le coup je vais repartir sur celle-là où en fait là pour le coup tu as vraiment des volumes très très simples, genre la télé c'est un cube quoi. Et, enfin c'est un cube un peu modé mais c'est un cube, ça prend pas énormément de temps à faire. Et l'idée c'est d'aller au plus proche des volumes qu'on veut, sans pour autant l'ultra détailler, pour juste envoyer aux prochaines équipes et du coup aux clients, à la réalisation, pour juste envoyer l'idée de ce que ça va être. Sans un point définitif, mais ça va aider à se projeter. Et c'est tout l'idée, c'est que plus on se projette auprès de notre rendu final, sans aller dans le détail, plus derrière on pourra produire rapidement les choses. Typiquement ici on a un exemple vite fait des assets, alors ça c'est des assets def mais qui ont été utilisés pour la scène Roger. Voilà, donc toute la scène que vous allez voir se compose seulement de ces assets-là et ont été créés qu'avec ces assets-là. La modélisation modulaire, ça rentre entre guillemets dans la modélisation modulaire parce que c'est de l'optimisation, mais qui dit temps réel dit aussi qu'on essaie d'optimiser un maximum nos temps de rendu. Pour optimiser ces temps de rendu, ça veut dire aussi qu'on va essayer de réduire nos temps de calcul sur notre moteur de jeu. Et donc pour réduire ces temps de calcul, il y a des choses qui existent, et notamment la mise en place de master material et de material instant. Ça vient par le fait que, typiquement, dans l'exemple, on a ce master material qui se compose globalement d'un albedo qui est connecté à une base color. Alors ici, c'est une norme, où ça peut prendre plusieurs formes, mais globalement, c'est une map, une texture optimisée, puisque pour chaque canal de la texture, rouge, vert, bleu, nous avons différents canaux qui nous connectent la mécanique, la roughness, et l'ambient occlusion.
Ça permet de réduire le temps de calcul, puisque ça va nous permettre d'optimiser en une seule texture notre shader. Ensuite, du coup, on a notre opacity, notre normal, enfin bref. L'idée, c'est que tout ça, en fait, c'est un shader, et que derrière, on va avoir une instance de ce shader-là. Donc, le moteur va calculer qu'une seule fois ces informations, et derrière, on va retrouver, en fait, pour différentes choses. Ça peut être que ce soit, là typiquement c'est un shader de props, donc typiquement pour la suite, ça pourrait être pour ta tasse, pour ton canapé, pour plein de choses. En fait, on va se retrouver ces paramètres du shader, mais qui ne seront calculés qu'une seule fois, puisque c'est une instance. C'est un peu plus technique, mais voilà, je sais pas. Si vous êtes intéressé, on pourra poser des questions derrière les master shaders. L'idée aussi de la modélisation procédurale, enfin de la modélisation modulaire, c'est que avec plein de petits éléments, on va pouvoir créer rapidement un environnement grâce à certains outils. L'utilisation de certains outils, ça va être notamment par l'utilisation de blueprints, que ce soit dans Unreal. Il y a d'autres choses, notamment avec Unity, avec des préfabs, etc. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a cette génération qui est possible par peu de choses, en fait. Typiquement, ici, on va pouvoir développer toute une galerie de planchers, populer en fait l'entièreté de sa scène grâce à ces outils, et rapidement itérer dessus. Et c'est ça qui est important surtout à retenir, c'est l'itération possible du temps réel. C'est que vu que tout est calculé en direct, vu qu'on n'a aucune contrainte de temps de calcul derrière, on peut se permettre d'itérer très rapidement, de changer, de constamment en fait évoluer notre décor en fonction des demandes du client, du réal, quasiment jusqu'à la dernière minute. C'est un quasiment parce que forcément au bout d'un moment il faut qu'on mette des stops, mais voilà, c'est l'idée du temps réel. Dans le pipe de départ, comment vous prévoyez et à quel niveau vous prévoyez les demandes d'itération du client? Est-ce que c'est juste des changements de mèche, vous remplacez, je sais pas, des volumes sommaires par des volumes plus poussés, ou est-ce que c'est carrément en amont de changer la manière dont on dispatche les volumes? Quelle est la proportion de flexibilité en fait du pipe au tout début? Est-ce que ça dépend des clients, ou est-ce que vous avez des templates qui sont un petit peu communes par rapport à ça? Oui, ça dépend forcément du client, je vais pas te mentir. Après, on a forcément des templates, et c'est pour ça que je parlais en premier lieu du blockout, et c'est là où c'est le plus important. C'est que quand un client il va demander un plancher en bois, et ben se faire ton plancher en bois juste en valeur de cube avant de l'envoyer en prod, c'est là où c'est le plus important, parce que c'est là où tu vas avoir cette flexibilité, parce que ça te demande pas de temps de le changer. Et donc du coup, tu vas avoir vraiment cette flexibilité de changer ta modélisation, de changer l'idée de ta scène très rapidement à la demande du client, à la demande de la réalisation. Ça dépend comment tu crées ton environnement. Je vais y venir derrière. Il y a des environnements justement très procéduraux qui sont quasiment générés entièrement de manière procédurale, sur lesquels tu as à la fois beaucoup de souplesse et en même temps très peu, puisque à chaque fois que tu vas bouger potentiellement un potard, ça va totalement régénérer ton truc. Là, on a un exemple typique de ce qu'on peut faire avec les blueprints, par exemple sur Unreal, où avec ces 4 éléments, on arrive à composer l'entièreté d'une barrière qui suit une spline en fait, qu'on va pouvoir étendre à l'infini, puisque cette spline en fait va juste en fonction de la distance, de la longueur entre 2 points de la spline, nous permettre de générer des mèches à la suite. Il va prendre dedans, potentiellement on peut avoir aussi un end et un start avec ces petits mèches qui vont se mettre à la suite. Enfin, voilà. On peut itérer très longtemps là-dessus. Là on a l'exemple avec cette barrière, mais en vrai on peut imaginer cette technologie sur bien plus de choses. On peut construire toute une route avec, pas que la barrière, hein, la route, le trottoir, les lampadaires qui vont avec, l'écart qu'on a entre les lampadaires, voilà. Donc c'est aussi cette idée de penser de manière petit
pour voir son environnement le plus grand possible. Autre exemple de blueprint possible, là on est plus sur du s'adresse entre guillemets, où ici on a un ventilateur tout simplement qui est divisé en 3 parties. Ce ventilateur en fait il y a cette partie là qui va se mettre au-dessus et tout, puis celle-là on va la mettre là. Au final, dans Unreal directement et dans la scène en fait on va pouvoir directement interagir avec le blueprint, puisque on va avoir accès en fait au blueprint, à l'intérieur du blueprint en lui-même. C'est un peu une espèce de rig très rapide, si vous voulez, avec une hiérarchie toute simple, mais on n'a pas besoin de joints, et c'est un plus aussi, c'est qu'on va pouvoir directement l'animer dans le moteur. L'animation justement, ça va être on va y revenir juste après, mais ça va être quelque chose de très important pour la suite, notamment en prévisualisation et en layout. Là typiquement c'est ce que je parlais, les PCG, donc pour le cas d'Unreal, les procedural content generation, qui sont en fait des éléments avec globalement avec de la curve et tout, qui vont nous produire tout un environnement procédural. Donc c'est très bien sur de la nature si on n'est pas focus et fixe sur quelque chose, pour produire de l'environnement qui va être très large. C'est absolument merveilleux pour de l'environnement très grand, très étonnant. Il y a notamment la scène d'Electronic Dreams qui est disponible sur l'Epic Store, que je vous conseille de regarder là-dessus. C'est merveilleux. Voilà, ce genre d'exemple, avec comment avec assez peu d'assets en fait on peut obtenir pas mal de variations juste en changeant typiquement la courbe de ce que doit être l'objet. Du coup, tout ce bloc, c'est bien beau d'avoir fait un bloc, c'est bien beau d'avoir découpé ce bloc et de l'avoir construit. Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? On va en faire globalement, on va l'envoyer aux autres productions. C'est ce qui est le plus important. Ah non, c'est après. Pardon. C'est ce qui est le plus important dans le temps réel, et c'est ce qui nous permet, c'est de pouvoir travailler en commun, en permanence, avec les autres secteurs. Notamment, ça va être très probant sur le layout et la prévise, qui globalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne connais pas tous les profils ce soir, mais on va dire layout. Allez, je vais faire mon barbarisme, désolé. Le layout, c'est la prévise de l'animation et inversement. C'est pas moche, mais bon, bref. C'est que le layout, c'est créer, c'est mettre en 3D le storyboard, et la prévise, globalement, c'est faire une prévisualisation de nos plans live en 3D. Voilà. Mais bon, pour tout ça, ça s'inscrit pas dans rien, il faut quand même des environnements. Et l'idée, c'est que on va pouvoir, l'environnement qu'on a fait, avoir aussi des itérations directement avec le réal, donc des espèces de CDRS qui vont être faits directement dans le moteur, grâce notamment aux séquenceurs, dans Unreal, typiquement. Là, on a l'exemple de l'environnement du blockout qu'on avait de Roger, qui se transforme juste au séquenceur parce qu'on a quelque chose, on retourne et on est bon, quoi. C'est l'idée. Voilà. Autre test de layout. L'idée aussi, c'est que, c'est ce que je disais au départ, on va fournir un environnement très rapide, par bloc ou un peu plus, à la fois aux équipes de layout, d'animation, et à la fois aussi aux équipes de lighting, qui vont poser un premier rendu en fait sur l'entièreté de notre environnement. Et c'est hyper intéressant pour ça, c'est qu'on va évoluer tous en même temps. À l'instar d'une prod classique, où on va être très découpé, et au final on va voir le rendu qu'à la fin, entre guillemets, qu'une fois le rendu fait, qu'une fois le compo réalisé. Là, on a vraiment cette idée où on va créer tous en même temps et monter tous en même temps la qualité de notre environnement.
On a la petite vidéo de Movie Effect Long que je vous conseille, qui est un petit court-métrage très sympa. Et typiquement, c'est la prévise qui a été fait sur le film versus du coup le side-by-side du film réel à côté. Donc prévise qui a été fait sur Unreal Engine 5 pour le coup. Donc, comme vous voyez, en termes de prévise, on est sur des environnements très low, mais ça suffit à comprendre ce qu'on veut, ça suffit à donner l'intention réellement, et même en termes aussi de lumière, on est très proche au final de l'intention finale de ce qu'on veut avoir, quoi. Une lumière plein jour, limite zénithale qui tape, et j'en viens sur le fait qu'on disait qu'on travaillait tous ensemble et que c'était super bien. Mais pour travailler tous ensemble et que ça se passe le meilleur du monde et qu'on évite de dire oui mais un tel t'as écrasé ma scène et c'est pas bien et voilà, et ben on va utiliser des petites choses qui nous sont fournies, notamment les sublevels. Ça je vais parler pour Unreal Engine, il y a à peu près la même chose qui existe dans d'autres moteurs, typiquement Unity ou autre. L'idée en fait c'est de créer des sous-niveaux qui vont être utilisés seulement par les pôles correspondants. Du coup, typiquement l'environnement aura son pôle à lui, le lighting aura son pôle à lui, le props aussi, s'il y a du props, le bug out, etc. C'est pour éviter de marcher sur le travail des autres et aussi de voir l'évolution du travail en direct des personnes. Quand on travaille en temps réel, il faut vraiment se mettre dans une optique. C'est comme si on travaillait sur un tournage live. C'est à peu près la même chose. On va travailler tous en même temps au sein d'un décor. On va être tous liés les uns les autres. Enfin, c'est vraiment une interconnexion entre tous les pôles différents. Pour le coup, l'environnement est clairement une interconnexion entre tous les pôles, surtout sur l'environnement en 3D là-dessus. C'est un peu un point de croisement, puisqu'il va avoir le lighting, il va avoir le rendu, il va avoir l'animation, tout va se croiser au sein de l'environnement. Ouais, du coup je voulais savoir, dans une production comme ça, si on compare avec travailler sur un tournage live, dans un tournage live, quand quelqu'un bouge quelque chose, etc., ça se passe la même chose pour tout le monde. Là, avec le système des sublevels, ça suffit à ce que, entre guillemets, comment ils font pour que ce soit à jour pour tout le monde, pas se marcher dessus, etc., et remettre en commun... D'ailleurs, c'est... Oh là, mince, pardon. C'est une organisation en amont où c'est vraiment, il y a des systèmes mis en place dans Unreal qui permettent de gérer ça vraiment bien. Alors, il y a forcément une organisation en amont à avoir à tout ça. C'est vrai que je l'ai pas mis, parce que je voulais pas non plus rentrer dans l'hyper détail, mais en fait, on a typiquement dans Unreal, il y a ce qui s'appelle le source control, qui est une manière de gérer les datas, les assets, qui sont en fait directement connectés à un serveur en miroir, et sur lequel à chaque fois que tu vas travailler sur un asset, tu vas prendre cet asset pour toi, le temps de travailler dessus, et après tu vas le resubmit, en fait le relancer dans le serveur. Et l'idée aussi c'est que tout le monde en permanence, si possible, quand une prod se passe bien, tous les jours, si ce n'est 2 fois par jour, lancent leur asset pour que tout le monde soit toujours à jour sur les nouvelles sur les nouveautés de la chose, que ce soit le lighting, que ce soit les FX, que ce soit l'anime et que ce soit l'environ aussi. L'idée c'est qu'on avance tous ensemble vers un projet commun, globalement. Je sais pas si ça répond à... C'est un plugin ou c'est déjà dans Unreal ça... Les systèmes de source control sont déjà intégrés dans Unreal, il y en a plusieurs. Globalement, le plus connu et le plus payant, il y a Perforce. Il y a d'autres choses, hein. Il y a du GitHub, il y a plein de choses qui sont disponibles en termes de source control. Personnaliser le GitHub parce que c'est un peu open source et c'est mieux. Mais c'est vrai. Ah.
Ouais, désolé, il y a des gens beaucoup plus techniques que moi parce que là c'est les collègues techniques qui disent qu'il y a des trucs. Mais bon, on s'en fout. Ça sera pour leur conférence. Globalement, l'upgrade est. Alors moi j'appelle ça l'upgrade pass, d'autres appellent ça la fine pass. Fine pass qui d'ailleurs est un terme que j'ai vu notamment avec. C'était où que j'ai vu? Ah si, c'était Miam qui l'utilise sur leur série Edmond et Lucie. Qui en fait c'est une passe assez importante puisque c'est une passe où on va venir remplacer petit à petit toute notre blockout et toute notre découpe par les meshs définitifs. C'est aussi une passe dans laquelle les séquences qu'on a, les séquences d'animation, on va pouvoir venir les améliorer. En fait, on va faire du set dress au plan, globalement derrière. Là, typiquement, c'est un exemple de du coup ce qu'on a fait en 4 jours pour cette petite présentation. Donc, comme quoi, ça peut être assez rapide de présenter quelque chose. Et ça, globalement, c'est du set dress au plan qui avait été fait pour du court-métrage sur Love, Death and Robots. Qui avait été full fait sur Unreal, pour le coup. Avec un GIF en très belle qualité. Bonsoir à tout le monde. Question directe. Alors, avant de vous parler de Vortex principalement, je vais vous parler de la photogrammétrie, parce qu'on a utilisé beaucoup de photogrammétrie pour Vortex. Alors, qu'est-ce que la photogrammétrie, pour résumer grossièrement? C'est prendre des photos sur un objet, sur un as, qu'on trouve dans la rue, n'importe quoi. Et en fait, avec toutes ces photos, cette série de photos, ça créera automatiquement le modèle 3D. Ça ne veut pas dire qu'il est utilisable directement en temps réel ou directement pour le cinéma. Il y a un post-traitement qui se fait par la suite, une retopologie, on reprojette les textures, etc., etc. Mais pour vous donner un cas concret dans le jeu vidéo, par exemple, pour Star Wars Battlefront 2, je crois à l'époque, ils ont envoyé une dizaine de personnes dans le monde prendre des photos pour créer leur environnement dans leur jeu vidéo. Du coup, il y avait une dizaine de personnes qui ont été payées à faire le tour du monde et prendre des photos, ce qui est assez sympa. Et une autre anecdote assez drôle dessus, c'est que pour faire les pas de TBTT, c'est du sculpte, ça pourrait être un peu long. Ils se sont dit, on va mettre ça dans un bocal, on va mettre de la farine, on va photogrammétrer ça et on va mettre un shader de neige. Et ça marchait tout de suite. Et en fait, ils ont mis, pour faire le pas, ils ont pris les lames d'un blender qu'on a tous, qu'on a certains chez nous, et voilà, qui nous sert pour les smoothies ou pour autre chose. Et ça leur a permis d'avoir une trace de TBTT en même pas quelques minutes en fait. Et après ils ont pu le retravailler et du coup c'est un truc qui aurait pris beaucoup plus de temps à faire pour un graphiste, pour trouver le bon truc, etc. etc. Et je pense qu'on peut commencer sur l'étude de cas de Vortex, je pense. Pas de soucis. Je le fasse. Vas-y. Alors, la virtual production, du coup, Quentin et moi, on a travaillé pendant quelques mois sur Vortex. J'étais en... Attends, c'est toi, ça c'est toi, c'est toi. Vas-y, ok, on fait l'inverse. Ok. Alors, Vortex, c'était une série sur France Télévisions. Du coup, c'était la première fois pour moi que je faisais du coup, de la virtual production aussi poussée. Du coup, moi qui viens du monde du cinéma principalement. Du coup, en fait, pourquoi ils ont utilisé ça, c'est qu'en fait, ils voulaient que l'acteur, du coup Thomas Sisley, ait des moments où il se retrouve dans un plateau virtuel, parce qu'en fait, comme il est policier et qu'il rentre dans une box, on va dire, ça lui permet de revoir l'enquête de 98. Ouais, c'est obscur, hein, c'est Minute Report, mais sur France Télévisions. Mais c'était pas mal. Ouais, et du coup, en fait, il y avait vraiment une vraie recherche en fait de notre côté pour pouvoir optimiser les scènes au maximum. Et en fait, pour débuter, on va aller par étapes. C'est peut-être plus simple avant d'aller trop loin. C'est qu'il y a eu, pour le travail en préamont du tournage, je parle dans tous les sens, je suis désolé. En préamont du tournage, en fait, on est allé directement sur les lieux du tournage, avant les acteurs, avant de tourner la série, faire de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on avait un drone et on a scanné toutes les montagnes une par une, les cailloux une par une, etc. etc. Et aussi, j'ai sculpté principalement aussi des cailloux en fait, qui ont été imprimés en 3D pour relier le set
réel, du coup, la plage qui est sur place là-bas, et le set, dans un virtual production. Jusque-là. Du coup, ça c'était lors du tournage. Du coup, une fois on a tourné sur place, du coup, dans le décor réel, je dis bien. On a fait plein de rushs, etc., que vous pouvez voir là. Et en fait, une fois, du coup, après du post-traitement sur Unreal, etc., du coup, là, Quentin et moi, on parlera plus de techniquement, je pense, de ce qu'on a fait. Du coup, en fait, moi, ma principale mission, c'était de pouvoir reproduire cet environnement qui a été tourné en full 3D. Et le plus réaliste possible et le plus optimisé possible aussi. Parce que c'était aussi ça le principal sujet, c'est de pouvoir avoir entre ce qui a été filmé en réel et ce qui a été filmé en virtuel, ce qui a été fait en virtuel, soit le plus proche possible. Question de je me suis perdu. Ouais, c'est bon. Et du coup, avec Quentin, moi j'étais beaucoup plus sur la partie créa de l'environnement, et toi tu étais plus dans l'intégration de l'environnement dans Unreal. Du coup, il y avait vraiment une réflexion d'optimisation constamment. C'est que par exemple, des fois je mettais un coup de montagne, bim, on avait 2 FPS. Et on devait être à 90 FPS, je crois, de souvenir. Globalement, donc c'est pour ça que je parlais d'environnement tout à l'heure au sens large du terme, puisque l'environnement, eh ben, c'est aussi du live qui s'inscrit du coup dans des tournages de virtual production en panneau LED, ou c'est ce qu'on verra aussi après sur de la mocap, etc. C'est de l'environnement qui est transmis directement en live, et donc c'est pour ça qu'on utilise des moteurs de jeu pour le faire, et pas du précalculé, à laquelle la caméra en fait filme sans qu'on ait les tramages globalement de l'écran. Et pour ça, le mieux c'est qu'on soit à un full 60 fps, comme ça on est sûr que la caméra filmera toujours ce qu'on a besoin de lui montrer. Ça c'était le plus gros sujet en fait de toute la prod, c'est de pouvoir avoir un réalisme suffisant et avoir des FPS qui tiennent la route. Et ça a été vraiment des allers-retours assez constants entre du coup la société de panneau LED en fait et nous. C'est que toutes les 2 semaines, je pense, on envoyait une scène Unreal qui computait pour tester. Du coup, et la semaine d'avant, ça pouvait très bien marcher. On changeait quelque chose, il fallait tout refaire. Du coup, fallait vraiment penser l'environnement procéduralement, mais aussi c'est la photogrammétrie. Du coup, il fallait vraiment réfléchir à l'optimisation constamment. Du coup, on faisait des LOD. Oui. Vous aviez déjà des nights? Des nights. Non. Eh bien non. Mais non. Puisque c'est pas intégré encore. comme c'est écrit là, on était sur Unreal Engine 4. Unreal Engine 4. Voilà. Ça date un peu maintenant, ça date de 3-4 ans. Voilà. Ça date, et donc du coup on faisait partie de ces pionniers qui essayaient des trucs. C'est ça, c'est un peu ça. C'était vraiment l'essai constamment. On s'est retrouvé avec pas mal de petits soucis, c'est que on avait tourné sur la plage, et en fait, par exemple, le principal souci qu'on a eu aussi, c'est le sol. C'est que sur le plateau virtuel, c'était droit. Et une plage, ce n'est pas droit. Et du sable près des écrans, c'est pas top non plus. Du coup, on a dû un peu optimiser une semaine avant. On a dû setuper un truc qui permettait d'avoir un petit gradient, du coup, pour avoir cet effet qui descend, mais en direct live, quoi. Du coup, ça a été les sujets que, du coup, on a dû s'adapter au dernier moment, quoi. Et c'est comme le tournage le tournage réel, en fait, il y a toujours des moments où c'est de l'improvisation, que ce soit pour les acteurs, que ce soit aussi pour nous, que ce soit pour les superviseurs VFX. Des fois, il y a des moments où ils doivent répondre rapidement à des sujets en live, quoi. Et nous, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une semaine de prépa avant, on était constamment sur le set, à faire des tests, à changer les trucs au dernier moment. Par exemple, tous les petits bugs que le réal voulait, genre les glitches, les wireframes, ce genre de choses, ça a été placé au shot en fait, à chaque fois. Et ça a été des fois en virtuel, et des fois ça a été rajouté aussi en post-prod derrière. Parce qu'il y a des plans qui ont été aussi refaits en post-prod, comme vous avez pu voir Mandalorian, où il y a eu une partie qui a été faite du coup en réel, mais aussi une partie en post-prod directement, ou comme complètement refait aussi en post-prod. Qu'est-ce que je peux dire Sur Tech, je sais pas. Après, moi j'ai une petite anecdote justement sur le live direct où on avait fait c'est arrivé en panneau LED c'était pour Margiela, c'était une maison de couture. Lors du Covid, qui avait fait son défilé, qui ne pouvait pas faire un défilé réel, et du coup qui avait fait son défilé en couture, enfin en clip.
Et donc il y avait eu toute une espèce de court-métrage et tout qui a été fait dessus. Et je me souviens très bien, on avait reçu le storyboard, du coup on avait vu les plans, on avait découpé, on avait tout le principe que je vous ai expliqué, le blockout, etc. On avait tout bien fait. Et le jour du tournage, le réal décide de filmer un endroit qui n'était pas prévu dans le storyboard. Donc un endroit qui n'était pas fait, hein, littéralement. Et c'est là où je vous ai dit que c'était important de créer en modulaire, puisque en l'espace de 15 minutes, on a créé son décor qu'il voulait. Alors c'était pas le parfait décor, c'est pas le meilleur décor, mais comme quoi, il y a des fois, ça aide. On n'a pas trop le choix de faire du voilà, le procédural, ça nous a aidé tout le long. Après, comme on partait d'une base photogrammétrie, il fallait qu'on colle au principal. Du coup, il y avait une partie modulaire, mais une partie aussi où on ne pouvait pas downgrader la texture, on pouvait pas... Du coup, il y a ces deux sujets en fait. Il fallait que ça soit modulaire, mais on ne pouvait pas faire ça sur toutes les parties. Et en plus, on avait vraiment sur le tournage le live et le virtual production. Il fallait essayer de coller au maximum entre les deux. On a eu des problèmes de colo qui ont été assez longs à régler et compliqués. Du coup, tout ce genre de choses qu'on n'avait pas l'habitude. Moi perso, j'avais pas forcément l'habitude. Et c'était plutôt cool en vrai quand même. C'était un sujet assez compliqué, mais assez cool. Il y a beaucoup de choses qui ont été aussi refaites derrière en VFX directement. Mais ça permettait directement aussi d'intégrer beaucoup plus facilement certains plans en fait, comme l'acteur était lighté grâce aux écrans. Bah après en termes de topo c'était plus agréable des fois pour directement oui. Petite question sur le tournage, là, est-ce que les informations de la caméra étaient directement enregistrées en 3D, enfin traquées Ouais, une principale, après je sais qu'il y a eu des petits soucis, mais oui, tout c'était pris en direct. Mais on a eu des petits soucis de souvenirs, mais on avait quand même une grosse partie qui était faite. Et on a même retraqué certains plans. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des endroits où justement ça manquait un peu de résolution. Ouais. Et du coup, on a dû refaire cette partie-là en CG derrière, en VFX du coup. Vous avez traqué sur la vitesse ? Ouais, c'était. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Ça, c'était un peu compliqué. Je vais pas vous mentir. C'est de la consanguinité 3D. Voilà. Où, globalement, en fait, ça c'est ce qui a été tourné. Alors pour le coup, c'était plus FX, c'était plus avec Fix, c'était à Dark Matter Solutions. Si tu peux changer le micro, je pense. Ah oui, merci. Donc c'est ce qui a été tourné dans les locaux de Dark Matter Solutions et c'était pour avec Matt Stunt, merci Étienne, si je n'ai pas de bêtises. Donc pour un projet Matt Stunt qui est une entreprise de cascade, globalement. On va simplifier ça comme ça. Et donc on avait fait tout un projet de court-métrage directement chez nous avec de la motion capture, etc. Et donc là on a typiquement comment on peut, avec de la motion capture déjà prise et aussi et même en live, hein, puisque les acteurs voyaient ces retours d'écran, comment ils s'intègrent, comment à la fois le caméraman et les acteurs en fait s'intègrent dans cet environnement 3D qui leur est proposé et ça permet aussi déjà ne serait-ce qu'à la réalisation de proposer des cadres ou ce genre de choses. Mais ça c'est quelque chose qui n'est possible que pour le coup en temps réel puisqu'on ne pourrait pas le produire en précalculé. Petite question... Petite question, du coup ça a été fait avec une Unreal 4. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technos qui ont été intégrés dans la 5. Est-ce que tu as pu tester un petit peu la différence justement d'intégrer Nanite, qui est une techno assez intéressante, pour utiliser énormément de polycount dans une scène sans ramer, et du virtual texture supplémentaire pour justement un peu outrepasser les contraintes techniques qui sont liées vraiment à du nombre de polygones tout simplement, qui sont des choses très anciennes. Je sais pas, est-ce que Tristan, toi, tu as pu essayer des choses non, un peu là-dessus? Non, sur la virtual production depuis, non. Directement, non. Pas sur des panneaux LED ou ce genre de choses. Quentin, même question. Moi, j'ai vu. Alors après, pas directement sur une plage. Mais j'ai pu. C'est vrai que ça change quand même énormément de choses. Je vais pas mentir, Nanite a beaucoup apporté à l'industrie de ce point de vue-là. Hein. D'un coup, on était hyper limité, on devait optimiser comme des fous. On peut se permettre une approche un peu plus proche justement de ce qui se fait en VFX.
vais avoir du barbarisme et je vais me faire taper par pas mal de la salle, mais d'avoir une approche un peu plus bourrine. On balance du polygone, on s'en fout un peu et voilà. Toujours à moindre mesure forcément, puisque si on veut faire tourner ça, bah faut qu'on optimise. Surtout en direct, surtout sur du plateau LED. Mais oui, ça a permis d'augmenter drastiquement la qualité des choses. Rien qu'à voir sur les derniers exemples sur City Sample ou ce genre de choses qui ont été données par Epic, qui en termes de réalisme, quand tu le mets derrière un panneau LED, sont quand même assez fous. Moi je me souviens aussi on avait eu une pub à Dark Matters, alors pas là, mais qui avait été tournée pour Handicap International, sur laquelle derrière il y avait, c'était que du panneau LED derrière, et c'est quand même assez hallucinant ce que ça peut permettre de produire. C'est quoi la résolution justement en général en live en sortie? Alors là, attends, je vais prendre le côté tech et j'arrive. Alors pour Handicap International, pour la référence, c'est un mur de 25 par 6 et on est à 9600 par 2300 pixels. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend tout le mur et la caméra ne voit qu'une partie du mur. Et donc après, on a une résolution aussi de la caméra sur le mur qui peut être à, on va dire, 4K maximum, grosso modo, entre 2K et 4K, on va dire, en fonction des performances de la scène. Mais en tout cas, tout le mur est aux alentours de, on va dire, 10K pour 25 mètres. Et on fait comme on peut pour la caméra. Et c'est qu'une machine qui calcule... Non, c'est pour ça qu'il faut autant de performance. Je suis en train de hijacker la config. Ah, vas-y. Non, l'idée c'est que typiquement un mur de 25 mètres, ça va peut-être être 10 machines derrière qui ont calculé comme il faut. On ne peut pas se permettre d'avoir une seule machine. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de performance, que toutes ces machines doivent se resynchroniser en permanence. Et donc afficher une frame, c'est pas juste afficher une frame, enfin la calculer, c'est la calculer, puis être sûr que toutes les machines soient bonnes, etc. Il y a 2 caméras fixes. Oui, puisque c'est aussi ça, de l'environnement. C'est un travail d'équipe. Voilà. Vous avez vu un côté très graphique, très sympa que j'ai. Et à côté de ça, c'est très bien aussi d'avoir des développeurs avec nous qui nous aident à créer des pipes, qui nous aident à juste comprendre des choses que nous, simples d'esprit, parce qu'on fait des jolis dessins, on ne comprend pas, tout simplement. En parlant de justement pipe dev, etc., petite question pour revenir en arrière, quand tu parlais de communiquer avec les autres départements par rapport au publish des versionning, etc., il y a un système qui permet de retrouver aisément, de share, on va dire, les versions sauvegardées constamment sur ton pipe dans l'environnement. Un peu comme dans une prod classique, on va avoir cette espèce de versionning, de version 4000 watts-100 de la scène Maya, etc. En fait, on va le retrouver, sauf qu'ils vont être entre guillemets tous sur une seule et même fichier, mais il y aura ce versionning derrière qui sera quand même enregistré. Et c'est ça la puissance de source control, c'est qu'en fait avec un seul fichier qui va s'update, normalement, on va avoir la suite. Enfin, on va avoir tout cet historique derrière, mais notre premier fichier, ça sera toujours le définitif, celui qui a été validé par la réalisation derrière. Enfin, par la réalisation client, ce qu'on veut, globalement. Tout à l'heure, tu parlais de modularité et de penser petit. Je voulais savoir à quel point vous pensez petit et comment vous arrivez à découper l'ensemble de vos props. Parce que, en gros, tu montrais par exemple les différents éléments qui composent ta scène tout à l'heure et tu avais une parcelle de ton mur qui était vraiment très très fine. C'est pas une problématique qu'on a en précalque par exemple. Et je voulais savoir, est-ce que dès que vous détectez un pattern, vous essayez de le réduire au maximum, ou est-ce que justement là c'était vraiment une idée de démonstration et que vous alliez un peu plus loin? Là pour le coup, si elle était aussi fine, c'est parce que je fonctionne avec la grille. Tout simplement. C'est qu'en fait, un mur qui fait 1 mètre de large, c'est beaucoup plus simple pour développer derrière ce que je veux faire en termes d'environnement. L'idée c'est vraiment de découper un maximum. Après pour tout ce qui va être
Pour tout ce qui va être ALE, c'est un peu plus compliqué et c'est là où il faut vraiment réfléchir à son environnement, apprendre à pouvoir parler. Pour le reste des props, globalement, si tu considères dès l'instant où ça se répète, tu crées un truc petit et il va se répéter. Et c'est lui que tu vas répéter à l'infini. Ah oui, je vais pas expliquer pourquoi c'est important de répéter. Parce que, en fait, ce pops là, ça va créer une instance et cette instance, elle va se dupliquer et du coup, il ne va le calculer qu'une seule fois. C'est un peu l'équivalent du scatter, c'est qu'en fait, avec un seul mesh qui est redupliqué plusieurs fois, mais qui sera calculé qu'une seule fois. Donc c'est vraiment l'idée, c'est qu'on optimise un maximum notre environnement. Du coup, tu dis dupliquer, tout ça, mais pour avoir des imperfections, est-ce que vous utilisez un système de décal? Est-ce que vous faites par exemple des blueprints ou si vous étirez un mur, vous avez 5-6 décals qui se mettent au hasard dessus, parce que sinon ça risque de faire des environnements trop parfaits. Et c'est un peu le problème de la modularité parfois. Comment vous faites? Alors oui, on a le système de décal, typiquement. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, les décals, globalement, c'est une texture imprimée en planar sur un objet. C'est projeté, merci. J'ai essayé de faire encore plus simple, c'est très bien. Donc oui, on a des systèmes de décal qui nous permettent de modifier, on va dire, cette récurrence. À côté de ça, on peut aussi directement le faire en shader. Puisqu'il y a des systèmes de triplanar qui sont possibles, avec lesquels on va jouer avec les curvatures des objets. Alors là, on rentre dans du technique, hein, mais directement aller chercher aussi sur la position des objets dans l'environnement pour leur appliquer tel ou tel masque. Et en fait, avec un système de multiplication de masques, obtenir un résultat qui ne sera pas si linéaire que ça, malgré le fait qu'à la base, on est toujours sur un seul et même objet. C'est une question, alors peut-être là je dévie un peu, une question purement business. Quand tu as été tenté Vortex, c'était l'arrivée de ces murs LED avec cette technicité qui était apportée de l'exemple Mandalorian. Et il y avait quand même l'idée de comparer aussi ce que vous auriez fait si vous étiez en situation normale, en tournage normal, avec du VFX derrière, avec derrière la notion de modèle économique. Est-ce que ça montrait une pertinence et puis sur le gain artistique, est-ce que ça se solde par l'idée que ces technologies, elles ont quand même apporté quelque chose, notamment aux réalisateurs, qui ont amené une plus-value par rapport à ce qui aurait pu être fait en temps réel. On peut dire que ça s'est malheureusement pas développé. Est-ce que c'est considéré comme un pseudo-échec là-dessus? C'est-à-dire que ça a amené plus de contraintes? Et est-ce que l'évolution d'Unreal aujourd'hui, il apporterait peut-être une différence par rapport à ce que vous avez connu en 2021? Je dirais qu'il y a du bon et du pas bon. C'est qu'en fait, je pense que niveau business, c'est mon humble avis, je pense que du coup, on peut avoir du budget au début de la prod et pas en fin de prod. Tout ça, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de choses de notre côté. L'autre chose aussi, c'est le fait que, en fait, il y a aussi de vrais prépas de tournage qui est beaucoup plus développé et qui devrait être beaucoup plus centré sur la création de l'environnement, la création des sujets qu'il y a à l'intérieur de cet environnement-là. Je pense qu'en fait, c'est vraiment une discussion qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pense en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien réfléchir. C'est que, par exemple, on s'est retrouvé à tourner des endroits qui ne devaient pas être tournés, comme dans un vrai tournage. En vrai, hein. Des fois, on se retrouve sur le tournage et on se dit on va tourner à gauche, et au final, on va tourner à droite. Et en fait, là, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Parce que nous, par exemple, il y avait des parties de la montagne qui étaient très très détaillées, parce que des fois, ils devaient être très très près. Et en fait, on s'est retrouvé à tourner un peu plus à côté. Et du coup, il y avait une petite montagne un peu trop légère en termes de def. Du coup, c'est vraiment quelque chose où, par contre, il y a faut vraiment qu'il y ait une vraie discussion. Nous, il y a quand même une bonne discussion. Du coup, ça, c'était cool sur certains points. On a pu vraiment anticiper beaucoup de choses. Mais c'est vraiment, je pense que faut vraiment anticiper. Je pense que tout ce qui est pelure, je sais pas si ça parle à tout le monde, c'est plus des shots filmés, en fait, directement, qu'on projette sur des planos LED. Ça, c'est vraiment cool. Par exemple, souvent, vous avez ça sur des acteurs qui sont filmés en voiture. Souvent, c'est de plus en plus le cas. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un intérêt, même au niveau du lighting, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui doit beaucoup plus se réfléchir en pré-amont. C'est vraiment un vrai travail de réflexion avant. Je pense qu'il y a du pour et du contre. J'ai pas eu tous les sujets aussi de ce côté-là. Mais par exemple, sur Mandalorian, par rapport à l'armure, c'était hyper efficace. C'était très intéressant de ce côté-là. Du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont pas utiles. Je pense qu'il y a peut-être des plans qu'on aurait pu faire full CG directement sans se prendre la tête.
mais il y a d'autres plans qui nous ont quand même, c'était cool de le faire. Et je pense aussi c'était, voilà, ça nous a permis au fait de mettre les mains dans le cambouis aussi. Ça a été un projet où il y avait peu de studios qui s'étaient mis là-dedans. Du coup, il fallait aussi que, je pense qu'on a fait des erreurs à l'époque qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et aussi, Unreal s'est développé. Du coup, il y a aussi une rapidité d'exécution. On a perdu beaucoup de temps aussi à faire des tests d'optimisation. On aurait moins à faire aujourd'hui. Du coup, on pourrait pousser le détail beaucoup plus que ce qu'on a fait, par exemple. C'était une chose à apporter. En termes de chiffres, je pourrais vraiment pas apporter grand-chose parce que c'est pas mon domaine d'expertise, tout simplement. Derrière, par contre, ce qui est sûr, ça c'est des retours que j'avais eu de la part directement des actrices et des acteurs sur Vortex, c'est que ça leur permet une immersion qui est folle et qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'ici sur fond vert. Je me souviens, alors là c'était pas sur Vortex pareil, c'était sur Margiela, mais je me souviens aussi de ce qu'avait dit le chef déco et le chef op à l'époque, qui avait dit le chef déco était très énervé parce qu'il avait l'impression qu'on volait son travail. Et alors que non, c'est la continuité de ton travail, on ne le vole pas. Et le chef op par contre était comme un enfant. Parce qu'il se disait, je vais enfin pouvoir lighter quelque chose avec, pas avec un fond vert en sachant pas à quoi ça ressemble derrière, quoi. J'ai une consistance dans mon lighting, je sais ce que je vais produire, je sais ce que je vais projeter derrière. Voilà. Au niveau des acteurs, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de travailler sur un panneau LED que sur un fond vert ou sur un fond bleu. Pour eux, ça se permet de se projeter et même ça permet aussi de créer un lien indirectement avec les acteurs qu'on a rarement l'habitude de faire, à part quand il y a des moments de photogrammétrie sur des acteurs, ce genre de choses. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec des acteurs directement et ils trouvaient ça cool de voir en direct l'environnement où ils ont tourné 2 mois avant. Et ça, c'est assez cool aussi. C'est purement, on va dire, du social, mais c'est cool en fait d'avoir aussi un lien comme ça et de pouvoir discuter de notre métier avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude aussi de s'intéresser ou de voir ce genre de choses. Comme ils enchaînent des films, ce genre de choses, là c'était assez cool d'avoir un contact aussi, comme ça. Et c'est un petit plus, mais je pense que pour eux c'est cool aussi de voir le film à travers des plateaux comme ça, que sur un fond vert ou sur un fond bleu, je pense en tout cas. Et, je pense que ce qui est bien aussi, c'est qu'on remet le VFX au centre, enfin pas au centre, mais intégré dans le tournage. Quelque chose qui a tendance à être très oublié au moment même du tournage et c'est quand même assez important pour le coup. Bon, merci. Merci beaucoup Quentin, merci Tristan, merci à vous d'être venus ce soir une nouvelle fois. La semaine prochaine, le mois prochain, sinon moi je vais mourir si c'est toutes les semaines. Le mois prochain, ça sera sur le lighting avec Olivier Martini ici présent et aussi Mathieu Métro de Shards qui n'est pas là ce soir, je crois, je ne l'ai pas vu. En tout cas, voilà, on vous attend chaudement le mois prochain sur le lighting. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mois de juin, il y a une hésitation entre soit du FX, soit du game design. En gros, on va essayer de taper aussi un petit peu plus le jeu vidéo, vu qu'on veut parler du temps réel sur toutes ses formes. Donc voilà, merci encore, bonne soirée et à très vite j'espère.